Je m'appelle Simone Dubois. J'ai 75 ans et je vis seule dans un petit appartement au cœur du Vieux-Nice, non loin de la promenade du Paillon, là où le vent sent encore le papier jauni et l'encre sèche. Pendant plus de 30 ans, j'ai été bibliothécaire municipale, celle qui classe les ouvrages par thème, qui redresse les tranches abîmées, qui chuchote « psst » avec le sourire aux enfants trop enthousiastes. C'est dans ce silence-là que j'ai construit ma vie. Discrète, utile, fiable. Mon mari est parti bien trop tôt, un cancer silencieux. Lui aussi, et j'ai élevé mes 2 enfants, Paul et Claire, seule, avec le seul appui de mes mains, de mes économies et d'un sens du devoir que je croyais partager. Le matin de mes 75 ans, j'ai préparé comme toujours mon thé au jasmin. J'ai posé la petite tasse en faïence bleue, celle que Louis, mon petit-fils, m'avait offerte pour mes 70 ans, avec un dessin de hérisson et les mots « Bonne fête, mamie ». Le silence m'a semblé plus épais que d'habitude. Pas de message, pas de coup de fil. J'ai attendu, bien sûr, ne serait-ce qu'un « je pense à toi » de Paul ou de Claire, ne serait-ce qu'un emoji, un point, un signe, rien. Vers midi, j'ai ouvert le journal local, espérant détourner mon esprit de cette absence. Mais même les mots d'encre semblaient m'ignorer ce jour-là. Je suis restée ainsi assise, à fixer le mur d'en face. Un mur jauni, orné d'un grand cadre. Une photo de famille prise il y a 8 ans, dans le jardin de Claire. Tout souriant, moi au centre. Un bébé dans les bras, Paul. Bras croisés mais visage doux. Claire avec sa robe fleurie. À l'époque, j'avais encore l'illusion que tout allait bien. Ce jour-là, devant ce mur, j'ai levé la main et j'ai décroché le cadre. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas mise en colère. Je l'ai juste posé doucement dans le tiroir du buffet, comme si je rangeais une archive dans une boîte de dons. Plus à moi, plus consultée. C'est étrange de disparaître ainsi. Pas d'un coup, mais par effacement progressif. On commence par ne plus demander votre avis sur les vacances. Puis on vous dit on t'appellera. Et personne ne le fait. Ensuite, vos messages reçoivent des réponses laconiques. Ok, vous. Et enfin, on oublie même le jour où vous êtes né. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose de simple, mais essentiel. Je n'attendrai plus. Ni excuses, ni explications, ni reconnaissance. J'ai ressorti mon petit cahier rouge, celui où je note les rendez-vous médicaux, les recettes que je veux tester et les citations qui me parlent. J'y ai écrit en lettres capitales « Reprendre ma vie en main ». Et en dessous, « Arrêtez de nourrir ceux qui m'oublient ». C'est ce jour-là que j'ai commencé à réfléchir sérieusement à mon testament, à mes comptes, aux accès bancaires que j'avais donnés par commodité. J'ai pensé à Louis, le seul qui m'avait un jour écrit une lettre manuscrite pour me remercier d'un livre rare que je lui avais trouvé. Je me suis demandé s'il se souvenait encore de ce qu'on avait lu ensemble. Le Petit Prince, Le Grand Maulnay et tant d'autres. Il m'appelait Mabib quand il était petit. Je ne voulais pas faire de gestes amers, pas de vengeance, pas de cris, seulement retrouver une forme de justice discrète, redessiner les contours de ma vie, reprendre l'aiguille et le fil, comme je le faisais autrefois pour raccommoder les déchirures dans les livres de la bibliothèque. Cette fois, il s'agissait de moi, de ma dignité, de ma place dans le monde. En rangeant le cadre photo dans le buffet, j'ai compris que parfois, il faut décrocher pour se voir à nouveau. C'est le premier acte d'un voyage vers une liberté nouvelle, vers une autonomie douce mais ferme, vers un quotidien que je choisis, où l'amour ne s'impose pas mais se cultive, doucement, comme un thé infusé lentement dans la lumière du matin. Et c'est ainsi qu'a commencé mon histoire. Pendant plus de 30 ans, j'ai rangé des livres dans la bibliothèque municipale de Vieux-Nice, des livres lourds, poussiéreux,
parfois oubliés comme moi. Chaque matin, j'arrivais avant l'ouverture. Thermos de café à la main, le dos un peu plus voûté que la veille, mais toujours le même soin dans les gestes. Je classais, je notais, je recommandais des lectures aux enfants des écoles, aux vieux habitués, aux touristes de passage. Je n'avais jamais vu ce travail comme ingrat. Au contraire, il m'a offert une structure, une raison d'exister après la disparition de mon mari Henri. C'est dans les étagères silencieuses que j'ai appris à survivre, à élever Paul et Claire sans vaciller. Henri est parti jeune, bien trop jeune, d'un accident de voiture un soir de pluie sur la corniche. Je me suis retrouvée seule avec 2 enfants à nourrir, un prêt à rembourser et aucun filet de sécurité. J'ai serré les dents, j'ai fait des listes, des comptes. J'ai mis chaque centime de côté. Quand Paul a voulu faire des études à Lyon, je n'ai pas hésité. J'ai débloqué 25 000 € de mon assurance vie pour payer ses frais de scolarité. Son logement, c'est ce manuel. Il ne m'a jamais demandé directement. Il a juste dit « J'aimerais y aller ». Mais je ne sais pas si c'est possible. Alors j'ai rendu ça possible, comme je l'ai toujours fait. Claire, elle, s'est mariée tôt. Son mari, Olivier, travaillait dans le bâtiment. Ils n'avaient pas de quoi emprunter seuls. Alors j'ai signé avec eux pour le crédit de la maison. 15 ans de virements mensuels automatiques, sans faute, sans relance. Je connaissais la date exacte de chaque prélèvement, mieux que ma propre date de naissance. Quand il leur manquait pour les réparations, je complétais discrètement. J'étais heureuse de pouvoir les aider, de les voir progresser. Je n'ai jamais voulu de reconnaissance. Mais, avec le recul, je réalise que je n'étais plus qu'une ligne de crédit dans leur tête. Pas une mère, pas une femme, seulement un levier pratique. Je me suis souvent demandé si j'avais été trop présente, trop disponible. Dès qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour garder les enfants, je disais oui, même quand j'étais fatiguée, même quand j'avais prévu autre chose. Claire déposait les enfants sans prévenir, parfois sans un bonjour. Paul m'appelait pour signer un papier en urgence. Toujours urgent, toujours important pour lui, jamais pour moi. À Noël, je me levais tôt pour préparer des plats qu'ils aimaient, mais ils arrivaient en retard. Distraite, déjà ailleurs, je souriais. Je faisais comme si ça ne me blessait pas, comme si être ignorée était le prix à payer pour rester proche. Puis il y a eu cette scène. Il y a quelques années, c'était l'anniversaire de Claire. J'avais passé la journée à lui coudre une écharpe en laine bleue qu'elle aimait tant. Elle l'a ouverte devant tout le monde, a souri vaguement, puis a dit « C'est gentil, maman, mais tu sais que je préfère les écharpes fines. » Ce jour-là, j'ai compris que mes gestes n'étaient plus lus, que mes attentions passaient à travers eux comme de l'air. Même Louis, mon petit-fils, a jeté un regard désolé sans oser dire un mot. J'ai tout replié calmement, sans rien dire. Je me suis dit que ça irait mieux la prochaine fois. Mais la prochaine fois n'est jamais venue. J'ai continué à donner, à aider, à soutenir. Et eux ont continué à recevoir, à demander, sans jamais vraiment voir, jusqu'à ce jour de mon 75e anniversaire, où leur silence est devenu un miroir. Un miroir cruel qui m'a renvoyé l'image d'une femme que plus personne ne remarque. J'étais là, comme toujours. Mais soudain, je n'existais plus. Je ne cherche pas à les accuser. Je pense qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. C'est peut-être ça, le plus douloureux. Ils ne sont pas cruels. Ils sont seulement absentes. Absentes de moi, de ce que je suis, de ce que j'ai été. Ils vivent dans un monde où ma voix ne compte plus, où mes besoins sont secondaires, où mon existence est acquise. Ce jour-là, j'ai compris que l'amour, même maternel, a besoin d'oxygène, qu'on ne peut pas toujours tendre la main
sans jamais qu'on vous la serre en retour. Que la bonté ne devrait pas rimer avec disparition. Alors j'ai commencé à penser autrement. À moi, à ce qu'il me restait. Pas en argent, mais en dignité, en choix, en avenir. Je ne savais pas encore que ce serait le début d'un nouveau chapitre. Mais au moins, j'avais cessé d'écrire les lignes à la place des autres. J'allais désormais reprendre ma propre plume. Je me suis réveillée ce matin-là avec un étrange pressentiment. Le genre de silence qui pèse plus que le bruit, qui fait vibrer les murs d'une absence trop lourde pour être ignorée. J'avais 75 ans. Je ne m'attendais pas à une fête, ni à un gâteau, ni même à une carte, mais un appel, un message. Quelques mots maladroits. Bon anniversaire. Maman même dit à la va-vite. Mais rien, ni de Paul, ni de Claire, ni des petits-enfants, juste le bourdonnement lointain du chauffage, le tic-tac lente de l'horloge au mur et le froissement de mon propre souffle. J'ai préparé mon café noir, comme tous les matins, et je l'ai bu sur le petit fauteuil beige que j'ai placé exprès devant la fenêtre. Le ciel était clair, trop clair pour un jour comme celui-là. J'ai regardé mon téléphone. L'écran vide semblait me narguer. Je l'ai posé, face cachée, sur la table. J'ai jeté un coup d'œil au mur, là où trônait depuis des années la photo encadrée de notre dernière réunion de famille. Paul, Claire, Louis, Sophie et moi. Et moi, au milieu, avec ce sourire qui paraît sincère mais qui, maintenant, sonne faux. Je suis restée là longtemps. Je ne sais pas combien de temps exactement. Et puis, dans un geste d'une lenteur solennelle, j'ai décroché la photo du mur. J'ai senti le clou résister légèrement avant de céder. Le cadre était plus léger que je ne l'imaginais. Je l'ai posé sur la commode, face contre bois, et j'ai inspiré profondément. C'était un de ces gestes minuscules qui marquent un avant et un après. Personne ne m'avait appelé. Mais moi, je venais de me rappeler. Le lendemain, Claire a appelé. Pas pour me demander comment j'allais. Pas pour me dire qu'elle avait oublié. Non, elle voulait savoir si je pouvais garder Sophie le samedi suivant. Parce qu'Olivier devait travailler. Et elle avait un déjeuner d'entreprise. J'ai senti mes doigts se crisper sur le combiné. D'habitude, j'aurais dit oui. J'aurais bousculé mon emploi du temps, annulé mon cours de lecture au centre social et fait comme si tout allait bien. Mais cette fois-ci, quelque chose en moi s'est redressé. Un fil de ma colonne vertébrale que je croyais rompu s'est remis en tension. J'ai répondu simplement « Non, je ne peux pas ». Elle est restée silencieuse une seconde, surprise, puis a dit « Ah, bon, je verrai autrement alors ». Et elle a raccroché. Je suis restée là, le téléphone dans la main, et j'ai attendu la culpabilité. Elle n'est pas venue. À la place, une vague de calme étrange m'a enveloppée. Je venais de dire non. Et pour une fois, non, ne faisait pas de moi une mauvaise mère. Il me rendait entière. Quelques jours plus tard, Paul est passé. Il avait ce ton trop doux qu'il prend quand il veut quelque chose. Il m'a parlé de ses démarches administratives compliquées, de son conseiller bancaire, qui lui avait suggéré de simplifier la succession. Au cas où, il a sorti un dossier avec des papiers à signer pour transférer le titre de propriété de ma maison. Juste pour anticiper, a-t-il dit. Je l'ai regardé et tout s'est cristallisé. Ce n'était pas qu'un oubli d'anniversaire, c'était une érosion. Une disparition progressive de ma place. Après le silence, venait l'effacement légal. Je n'ai rien dit. J'ai juste pris les papiers, les ai reposés sur la table. Et j'ai dit, j'y réfléchirai. Il a souri. Un peu trop vite, un peu trop sûr de lui. Quand il est parti, j'ai su qu'il ne reviendrait pas tout de suite. Il avait planté une graine, mais il avait oublié que j'étais encore la jardinière. Ce soir-là, j'ai ouvert le placard à thé.
J'ai choisi la boîte de fleurs de mauve, celle que je réservais aux jours importants. J'ai fait bouillir l'eau, laissé infuser en regardant la vapeur dessiner des arabesques sur la vitre. Puis je me suis assise, carnet en main, et j'ai commencé à écrire. Pas un journal intime, un plan, une liste de décisions. Modifier le testament, contacter Maître Bernard, révoquer les procurations, créer un fonds pour Louis, changer le verrou de la boîte aux lettres et surtout vivre. Ce n'était pas une vengeance, c'était une déclaration, une manière de dire « je suis encore là ». Je vois, j'entends et j'agis. Le thé avait un goût amer au début, mais il s'est adouci au fil des gorgées, comme si mes choix retrouvaient une saveur. J'avais besoin de moi, et ce soir-là, enfin, je me suis offerte le plus beau des cadeaux, ma propre voix. Le matin suivant, je suis descendue à la boulangerie prendre une baguette, comme je le faisais depuis des années, mais cette fois, quelque chose avait changé. Je n'étais plus cette femme invisible qu'on prenait pour acquise. J'étais Simone Dubois, 75 ans, bibliothécaire à la retraite, mère de 2 enfants, mais surtout une femme qui venait de décider que sa voix comptait. En rentrant, j'ai ouvert l'agenda que son Kwame va viet battu appeler Maître Bernard. Maître Bernard n'était pas qu'un avocat, c'était un ami que quoi Michel, mon mari décédé. Il m'avait aidé autrefois à rédiger notre premier testament, quand Paul n'avait que 20 ans. Nous ne nous étions pas revus depuis des années. Mais quand je l'ai appelé, sa voix était toujours aussi posée, rassurante. Je lui ai brièvement expliqué ma situation, sans entrer dans le détail des silences, des oublis, de la douleur. Il n'en avait pas besoin. Il m'a écouté, puis il m'a simplement dit « Passez demain matin, on fera ça proprement ». Le lendemain, dans son petit cabinet en centre-ville, j'ai signé la révocation des procurations. Plus personne, ni Paul ni Claire, ne pourrait désormais accéder à mes comptes, prendre des décisions en mon nom ou manipuler mes biens sous prétexte de m'aider. J'ai également rédigé un Nouveau Testament, clair, net, sans ambiguïté, une maison pour moi jusqu'à la fin de mes jours. Et après, ce serait à qui j'aurais choisi. Pas à ceux qui m'avaient oublié quand j'étais encore vivante. Mais il y avait plus. Louis, mon petit-fils, le fils de Paul. Il m'avait appelé 3 jours après mon anniversaire. La voix timide, presque tremblante. Il avait dit « Je suis désolé. Mamie, papa m'a dit que tu n'aimais pas trop fêter ton anniversaire. Mais je sais que ce n'est pas vrai. » Il avait ajouté, après un silence, « Je te promets que je ne t'oublierai plus. » Et j'avais su, Louis, il voyait encore en moi une personne. Pas une obligation, pas une charge. Alors j'ai demandé à Maître Bernard de créer un fonds de 50 000 €, un compte en fiducie au nom de Louis. Il n'en aurait pas la totalité tout de suite, seulement s'il poursuivait ses études ou s'il lançait un projet personnel sérieux. Ce n'était pas un chèque en blanc, c'était un acte de confiance, une graine plantée dans un terrain que je sentais fertile. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à poser des limites. Claire a rappelé pour me demander si je pouvais garder Sophie pendant un week-end. J'ai dit non, poliment, calmement, sans justification. Je ne suis pas disponible, Claire. Et c'était vrai. Je m'étais inscrite à un atelier de lecture intergénérationnelle à la médiathèque du quartier. J'avais des projets, moi aussi. Ce refus n'était pas de la rancune. C'était une affirmation. J'avais passé des décennies à dire oui, à rendre service, à m'effacer. J'avais porté des sacs, lavé des vêtements, signé des papiers, avancé de l'argent. Et en retour, des silences, des soupirs, des attentes toujours plus grandes. Le nom de cette fois-là était ma manière de dire « j'existe ». J'ai aussi pris soin de moi, des choses simples. Changer les draps plus souvent,
racheter des serviettes neuves, aller chez le coiffeur, reprendre la marche tous les matins au bord de la colline. Le monde n'avait pas changé, mais mon regard sur lui, oui. Un jour, en feuilletant un ancien album photo, je suis tombée sur une image de moi, à Tante Anne. Je tenais Paul dans mes bras. Claire me tirait la jupe. J'étais jeune, fatiguée, mais je souriais. Ce sourire-là, je l'avais perdu quelque part entre les rendez-vous chez le notaire et les relevés bancaires communs. Je l'ai retrouvé doucement, en reprenant possession de ma vie. La liberté, j'ai découvert, n'est pas une fuite. Ce n'est pas tourner le dos à ceux qu'on aime. C'est marcher droit, même s'ils ne suivent pas. C'est cesser d'attendre un retour d'affection, une pardon, une reconnaissance qui ne vient jamais. C'est ne plus mendier l'amour. C'est se l'offrir à soi-même. Quand j'ai refermé le dossier avec tous les documents légaux corrigés, j'ai ressenti un étrange mélange de légèreté et de gravité, comme si quelque chose d'ancien venait de se détacher de mes épaules. J'étais libre, oui, mais pas seulement parce que j'avais dit non à mes enfants. J'étais libre parce que j'avais dit oui à moi-même. Les jours suivants, mon téléphone n'a pas cessé de vibrer. D'abord des messages de Paul, courts et maladroits. Je suis désolée. Maman, on aurait dû y penser. Puis d'autres, plus insistants. On est tous débordés. Tu sais comment c'est. Non, le boulot, les enfants, la fatigue. Ce n'est pas qu'on ne t'aime pas. Ensuite, ce fut clair, avec des messages presque identiques, comme s'ils s'étaient concertés pour aligner les excuses. C'est une mauvaise passe. On n'a pas fait exprès. C'est juste. On pensait que tu ne voulais pas forcément fêter ça. Je lisais, sans répondre. Pas par vengeance, ni par rancune. Simplement parce que je n'avais rien à ajouter. Je n'étais plus cette mère qu'ils pouvaient convoquer d'un mot ou oublier d'un silence. Je ne leur devais plus d'explication. Mon silence à moi, cette fois, avait un poids, une direction. Il n'était plus passif. Il était choix. Au matin, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé une enveloppe à la main de Claire. Une lettre manuscrite, plutôt longue. Elle racontait sa fatigue, ses regrets, la charge mentale, les enfants, les listes de courses interminables. À la fin, elle écrivait « Je crois que je n'ai pas vu à quel point tu comptais encore pour moi. J'espère que ce n'est pas trop tard. » J'ai posé la lettre sur la table. Je l'ai relue plus tard. Et encore une fois, puis je l'ai rangée dans un tiroir. Pas pour l'oublier, mais parce que j'avais besoin de temps. Et que le pardon n'est pas un devoir immédiat. Il a besoin de silence pour prendre racine. Quelques jours plus tard, j'ai entendu frapper doucement à la porte. En l'ouvrant, j'ai vu Sophie, ma petite fille, Kinséan, un bonnet en laine trop grand, les joues roses de froid et un plat couvert de papier alu entre les mains. Tarte aux pommes, mamie, c'est moi qui l'ai faite. Elle m'a souri avec une timidité adorable. Je l'ai laissée entrer, sans dire un mot. On s'est installé dans la cuisine. Elle a servi de part. Et puis, elle a commencé à parler. Pas de grandes choses, juste du Lucé. De son chat qui faisait des bêtises. De sa copine qui lui avait offert un bracelet. Et à un moment, elle m'a regardée et m'a dit « Papa m'a dit que t'étais triste. Moi, je veux que tu sois bien. » C'est là que j'ai pleuré. Pas à cause de la douleur, mais à cause de cette douceur inattendue, ce regard posé sur moi, sincère, non intéressé. J'ai pleuré parce que, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vue. Entendo. Aimer n'a jamais été compliqué. Ce sont les adultes qui en font un contrat. Après le départ de Sophie, j'ai sorti mes vieux carnets, ceux dans lesquels j'avais noté, autrefois, des recettes, des extraits de livres, des souvenirs. J'ai commencé à écrire, pas des romans, juste des lettres. Une pour Paul, une pour Claire, une pour Sophie, une pour Louis, et même une pour Michel, mon défunt mari.
Je n'avais pas prévu de les envoyer. Je les ai écrites comme on ferme une pièce de la maison qu'on n'habite plus. Avec respect, avec tendresse, mais avec certitude. Je les ai pliées avec soin, mises dans des enveloppes et rangées dans un dossier rouge que j'ai confié à mon notaire, avec une note à remettre après mon départ. Dans ces lettres, il n'y avait ni reproches, ni menaces, ni plaintes, juste la vérité, mon point de vue, ma solitude, ma tristesse et aussi ma reconstruction. Je leur ai dit que je les aimais toujours, mais que je ne pouvais plus attendre qu'ils le prouvent, que l'amour ne devrait pas être une dette à rembourser, mais un cadeau qu'on choisit de faire, librement. Le silence qui avait tant pesé sur moi et pendant des années était devenu un espace fertile, un lieu où mes pensées pouvaient exister sans être interrompues, sans être comparées, ni jugées. Ce silence m'appartenait. Il était devenu mon langage, et dans ce langage, j'avais commencé à reconstruire des liens différents, moins bruyants, moins visibles, mais bien plus solides. Sophie revenait de temps en temps, toujours avec un gâteau. Honnête pas. Une histoire, un sourire. Elle ne posait pas de questions sur les autres. Elle m'aidait à ranger mes livres, à replanter les jonquilles, à trier les vieux papiers. Elle m'a demandé un jour, « Mamie, tu m'apprendras à faire ta confiture de figues. » Et j'ai su, à ce moment précis, que quelque chose était sauvé. Pas l'ensemble, mais une partie. Et parfois, une seule branche suffit à faire refleurir l'arbre. Je n'avais plus besoin d'être la grand-mère parfaite, ni la mère disponible. J'étais simplement Simone, une femme qui avait connu la fatigue, la déception, la solitude, mais aussi la paix, la tendresse et le courage de dire non. Et c'est avec ce non que j'ai commencé à dire oui à ce qui comptait vraiment. Je me souviens du jour où j'ai décroché l'ancienne photo de famille au-dessus de la cheminée. Ce cliché que j'avais tant chéri, avec Paul, Claire et les petits encore souriants, les bras autour de moi. Il m'avait longtemps tenu chaud, mais il avait fini par me peser. Ce jour-là, je l'ai remplacé à la place. J'ai mis une photo prise il y a peu, moi, Marianne, Gisèle et Fatine, attablés dans le jardin d'une maison niçoise. Des tasses de thé dans les mains, des rides au coin des yeux, mais des éclats de rire dans l'air. C'était une photo prise au cœur d'un après-midi de mai, lors d'un de nos rendez-vous du cercle Les Lueurs de Nice. J'ai rencontré Marianne un samedi, alors que je feuilletais un livre sur la botanique à la médiathèque municipale. Elle m'a vu lire sans prendre de notes, juste pour le plaisir, et m'a tendu un petit dépliant plié en deux. Un groupe de femmes d'un certain âge, qui ne veulent plus attendre qu'on leur demande leur avis pour s'exprimer. Vous êtes la bienvenue. Le mercredi suivant, j'ai poussé la porte de leur salle. Pas de chaises bien alignées. Pas de regard en coin, juste des coussins, des biscuits faits maison et des histoires partagées sans peur d'être jugées. Dans ce groupe, chacune avait son passé, ses blessures, ses choix assumés ou arrachés. Certaines avaient fui des maris violents, d'autres des silences étouffants. Moi, je suis venue avec une absence, celle du lien maternel qu'on croit éternel, mais qui peut se déliter sans bruit. J'ai écouté, j'ai parlé à mon tour, et quelque chose s'est doucement retissé en moi. Non pas une réparation, mais une reconfiguration. J'étais plus qu'une mère ou une grand-mère. J'étais une femme à part entière, avec mes mots, mes silences, et désormais mes limites. Louis s'est venu me voir le dimanche suivant. Il a apporté une tarte au citron faite maison. Il s'était souvenu que c'était mon dessert préféré. Même si je ne l'avais pas mangé depuis des années, il m'a aidé à tailler les tiges fanées du parterre de marguerites, puis m'a lu quelques passages d'un roman que je lui avais prêté l'été dernier. On a ri, on a bu du thé au jasmin,
Il n'a pas posé de questions. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti le besoin d'expliquer mon silence. Au fil des semaines, Louis est revenu, parfois avec une fleur cueillie sur le chemin, d'autres fois avec un livre sous le bras. Il m'aidait à déplacer les pots de lavande, à accrocher les guirlandes lumineuses sur le balcon. Un jour, je lui ai appris à faire infuser le thé, exactement comme je l'aimais. Pas trop chaud, pas trop amer, avec une goutte de miel d'acacia. Il a pris des notes dans un petit carnet. J'ai souri. Ce n'était pas grand-chose. Mais dans cette attention-là, je retrouvais l'écho d'un lien sincère, non attendu, non imposé. Je consacrais mes matinées à relire mes anciens carnets, ceux où je notais des citations, des recettes, des extraits de livres aimés. Je les triais, les classais et commençais à en retranscrire certains dans un cahier plus récent. Ce n'était pas un journal intime, c'était une sorte de guide, non pas pour les autres, mais pour moi-même. Une trace de ce que j'avais appris, de ce que je voulais transmettre à qui saurait le lire un jour sans le déformer. Chaque vendredi, je rejoignais les lueurs de Nice. Nous avons organisé un petit atelier où chacune pouvait apporter une idée, une histoire ou une compétence. Gisèle apprenait à d'autres à coudre à la main. Fatima parlait des plantes médicinales. Et moi, j'ai proposé un module simple. Comment dire non sans culpabilité? C'était plus difficile qu'il n'y paraissait, mais tellement libérateur. On écrivait sur des petits papiers les phrases qu'on n'osait jamais dire à ses proches. Puis, on les lisait à voix haute. Certaines pleuraient, d'autres riaient nerveusement, mais toutes repartaient avec le cœur un peu plus léger. Ma maison, modeste mais baignée de lumière, est devenue un petit havre. Pas une cachette, non, nous n'espace choisi. Je ne fuyais plus rien, je bâtissais quelque chose. J'ai accroché au mur une citation que Marianne m'avait offerte. On ne renaît pas par miracle, mais par décision. Elle avait raison. Ce que je vivais n'était pas un retour en arrière, ni un acte de rupture. C'était une reconquête douce, celle de ma voix, de mes goûts, de mon rythme. Je me suis offert une radio à l'ancienne, avec molette et antenne télescopique. Chaque matin, je l'allume pendant que je prépare mon café noir. Je m'assois face au jardin et je respire. Je ne m'attends plus à entendre un message. Je ne guette plus une sonnerie. Mais si quelqu'un frappe à la porte, comme Louis parfois, alors je suis là présente, mais non disponible à tout prix. Je n'ai jamais pensé que le silence pouvait tant contenir. Aujourd'hui, il m'enveloppe sans m'éloigner. Il me relie autrement. Et si un jour je ne suis plus là, je sais qu'il restera dans mes carnets, mes tasses, mes plantes. Un peu de cette paix que j'ai mis tant de temps à mériter. Quand la responsable du centre culturel de Nice m'a appelée, j'ai cru d'abord à une horreur. Madame Dubois, nous aimerions vous inviter à intervenir dans notre cycle de conférences intitulé « Silencieuse mais visible ». J'ai reposé le combiné en silence, le cœur battant. Qui aurait cru que le jour où je fus oubliée de mes propres enfants deviendrait un sujet d'intérêt public? Mais il faut croire qu'en osant se raconter, on peut rallumer des lumières longtemps éteintes, y compris chez les autres. Le jour venu, j'ai choisi une robe simple, bleu nuit, et j'ai noué autour de mon cou une écharpe tricotée par mes soins. Louis m'a accompagnée jusqu'à l'entrée du centre, m'a serré la main sans dire un mot, mais son regard parlait pour lui. « Vas-y, mamie, dis-leur. » La salle était remplie de femmes aux cheveux argentés, aux épaules droites ou voûtées, aux regards vifs ou fatigués, mais toutes semblaient porter le même poids invisible, celui de l'effacement. J'ai pris la parole, calmement, comme si je lisais un passage de livre familier. J'ai eu 75 ans il y a quelques mois.
Ce matin-là, j'ai attendu un appel, une message, même une carte. Rien n'est venu. Le silence, vous savez, peut avoir plus de poids qu'un hurlement. J'ai bu mon thé à la lavande seule et j'ai regardé le téléphone ne pas sonner. Un murmure de reconnaissance a traversé la salle. Je n'étais pas la seule. Je n'étais plus seule. J'ai poursuivi, sans larmes ni colère, simplement avec la dignité tranquille de celle qui a survécu à l'invisibilité. Ce jour-là, j'ai décroché une photo de famille du mur. J'ai regardé chacun de leurs visages figés dans le sourire d'un instant révolu. Et j'ai compris que j'y étais de trop. Alors j'ai décidé de reprendre ma place dans ma propre vie. Pas contre eux, mais pour moi. Je leur ai raconté le reste. Le refus de garder les petits sans reconnaissance. La mise à jour du testament. Le compte de confiance ouvert pour Louis. Mes nouveaux cercles de femmes à Vieux-Nice. Mes plantes. Mon fauteuil préféré. Et cette tasse de café noir chaque matin qui n'a de goût que parce qu'elle est choisie. Pas imposée. Certaines femmes hochaient la tête. D'autres prenaient des notes. Une dame au fond de la salle a levé la main. « Comment avez-vous trouvé la force de dire non ?» Je lui ai répondu. « Parce qu'un jour, j'ai compris que dire oui sans amour, c'était me trahir. Et qu'à mon âge, la seule fidélité qui compte, c'est celle envers soi-même. À la fin, les gens sont venus me voir. Une femme, la gorge serrée. Terre m'a confié que ses enfants ne l'invitaient plus à Noël depuis qu'elle avait refusé de vendre sa maison. Une autre m'a montré, les yeux brillants, une photo qu'elle avait remplacée dans son salon. Une photo d'elle, souriante, avec ses voisines dans un jardin. Une troisième m'a demandé si je pouvais l'aider à écrire une lettre à ses petits-enfants. J'ai dit oui. Cette fois, oui avait du sens. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai reçu des lettres, des longues, des courtes, des pleines de fautes ou de poésie, mais toutes sincères. Des femmes me disaient merci, pas pour des conseils, pour avoir parlé, pour avoir existé sans se cacher. Et puis Marianne, l'une des organisatrices, m'a proposé d'écrire une chronique mensuelle pour le petit journal du quartier. J'ai accepté. Le titre, Le coin de Simone. Chaque mois, j'y raconte un souvenir, une réflexion, un conseil pratique. Comment repérer un abus financier? Comment poser ses limites sans culpabilité? Comment se refaire un cercle d'amis après 70 ans? Rien d'extraordinaire, mais tout ce qu'on aurait aimé lire, plus jeune. Louis m'aide à mettre les textes au propre, à les envoyer par mail. Parfois, il les lit à voix haute, avec ce sourire complice qui n'a pas besoin d'explication. Je sais qu'il comprend. Et ce qui me touche le plus, ce sont les réponses. Une voisine qui n'osait plus sortir depuis la mort de son mari est venue me voir à la bibliothèque. Grâce à votre article, j'ai ressorti mon rouge à lèvres. Une autre m'a apporté une tarte à la poire en disant « Je ne savais pas à qui l'offrir. Maintenant je sais. » Petit à petit, ma vie est redevenue mienne. Non pas en effaçant les autres, mais en me replaçant au centre. Je ne suis plus en attente d'un appel. Je suis à l'écoute de moi-même. Un jour, une jeune femme m'a dit après une conférence « Vous êtes un phare, Madame Dubois. » J'ai souri. Un phare, peut-être, mais surtout une femme debout. Après s'être longtemps tue, et si ma lumière peut en éclairer d'autres, alors ce silence, ce vide du 75e anniversaire, n'auront pas été vains. Ce matin-là, j'ai ouvert les volets en silence. La lumière glissait lentement sur les murs couleur crème. Comme une caresse discrète, mon appartement de Vieux-Nice ne paie pas de mine. Mais chaque objet y a été choisi, posé, conservé avec soin. Le vieux fauteuil en rotin près de la fenêtre, la table ronde et en bois clair, la cafetière italienne cabossée, et ce cadre au-dessus de la cheminée. Une photo en noir et blanc de moi et Louis. Un après-midi d'automne au jardin Albert Maillet.
plus de photos de famille en grand format. Pas par rancune, mais parce que parfois, ce souvenir fait plus mal que se taire. Je suis allée dans la cuisine. J'ai moulu quelques grains de café noir, un mélange corsé que j'achète au marché les samedis matins, et j'ai posé la tasse fumante à côté de mon journal, le cahier à couverture bleue, où j'écris depuis que j'ai arrêté d'attendre qu'on pense à moi. Je l'appelle tendrement mon livre des évidences. Ce matin-là, je m'y suis assise avec l'intention d'écrire la dernière page. J'ai 75 ans et quelques poussières de souvenirs en plus. J'ai été une mère, une bibliothécaire, une femme qui a souvent dit oui trop vite, trop fort, en espérant qu'un jour on l'entendrait sans qu'elle ait à crier. Je ne crie plus, je n'attends plus, je suis simplement là, et cela suffit. En refermant le carnet, une paix douce m'a envahi. Je n'avais pas besoin de réponse, ni d'excuses. La paix, je l'avais fabriquée moi-même. À force de dire non, de dire vrai, de choisir pour moi, et ce choix-là, personne ne pouvait me l'arracher. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre, une écriture tremblante, un papier au pli soigné, une femme, inconnue, qui avait assisté à ma conférence. Elle écrivait « Vous m'avez donné le courage de partir. Mon fils me traitait comme une domestique. J'ai pris une chambre dans une maison partagée. Ce n'est pas grand, mais j'y respire. Merci d'avoir allumé la mèche. J'ai relu la lettre 3 fois. Je l'ai glissée dans une pochette jaune, avec les autres témoignages que je garde précieusement. À chaque nouvelle voix qui s'élève, je me sens moins seule. Ou plutôt, je me sens accompagnée. Louis vient désormais tous les dimanches matins. Il apporte parfois une tarte aux pommes faite maison, même si la pâte est souvent trop cuite. Ou un livre qu'il veut me faire découvrir. Nous parlons peu, mais tout est là. Sa présence, son écoute, sa tendresse maladroite mais réelle. Il ne cherche pas à réparer ce qui a été brisé. Il choisit simplement de bâtir sur ce qui reste solide. Et cela me touche bien plus que n'importe quelle excuse. Sophie, sa sœur, m'écrit des cartes postales depuis l'université. Elle m'a envoyé récemment une photo d'un bouquet de camomille, avec la légende. À ma grand-mère qui sent la lavande et le courage. J'ai souri, les yeux humides. Peut-être qu'en me relevant, j'ai permis à d'autres de me voir autrement. Non plus comme une figure de service, mais comme une femme entière, avec ses saisons, ses tempêtes et ses printemps. Je ne célèbre plus mon anniversaire de la même façon. Désormais, je choisis une journée de février, pas forcément le jour exact. Et je l'appelle la journée Simone. Ce jour-là, je m'offre un bon déjeuner. Je relis mes passages préférés de Colette ou de Marguerite Yourcenar. Je me fais couler un bain à la verveine. Et je me souhaite, à moi-même, une année douce, libre et pleine de lumière. La solitude ne me fait plus peur. Elle est devenue un espace, un endroit où je peux respirer, créer, exister sans condition. Je ne suis plus suspendue à un appel, un message, une reconnaissance. Je me suffis. Et dans ce que je me suffis, il y a une joie immense, silencieuse, mais entière, en regardant par la fenêtre. Ce matin-là, j'ai vu les premiers bourgeons apparaître sur le laurier rose. L'air portait une odeur de sel et de promesses. J'ai pris une inspiration lente. J'ai ajusté le coussin derrière mon dos, j'ai allumé la radio sur ma station préférée et j'ai souri. Pas un sourire grand, éclatant, un sourire discret, profonde, le genre de sourire qu'on adresse à soi-même quand on sait qu'on est enfin là où l'on devait être. Je ne suis plus celle qu'on oublie, je suis celle qui se souvient. Je ne suis plus celle qu'on utilise, je suis celle qui choisit. Je ne suis plus celle qui attend, je suis celle qui avance. Et si vous aussi, vous m'avez lu jusqu'ici, si vous vous êtes reconnu dans mes mots, dans mes silences, dans mes gestes infimes mais fondateurs, alors je vous invite à me laisser un commentaire,
Racontez-moi votre moment de bascule, votre premier nom, votre première tasse de thé choisie pour vous. Abonnez-vous pour ne pas manquer les autres récits de femmes qui, comme moi, ont décidé de se remettre debout. Partagez cette histoire si elle a fait vibrer quelque chose en vous. Car parfois, il suffit d'un mot pour qu'une autre ose. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'ici. Je vous souhaite, de tout cœur, un jour à votre nom, un jour doux, libre et rempli de lumière.